What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez un shit qui existe, je vous mentirai pas, il est présentement comme 1h du matin, je travaille demain, je suis un peu décalcé. Ça y est, mec, je suis en train de tomber dans les tours de la dépense comme la petite Christiane FST. C'est le moment parfait pour parler de littérature, parce que quoi de mieux que d'être un peu sous et de parler de littérature seul devant une caméra, pas trop fort pour pas réveiller sa blonde qui dort juste l'autre bord du mur de chips. Donc that's what up. En passant, je me suis acheté mon fameux kit de micro, donc le son va être rétabli et va être à son meilleur dès la semaine prochaine. Mais du moins j'espère, là, Gosselin, envoyez-moi mes estis d'affaires s'il vous plaît. Fait que la musique d'intro elle commence là. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je te l'avais dit la semaine passée, YouTube, je vous parle d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Tu te rappelles ce moment-là où est-ce que. Hein? Tu sais? T'as peu. Ok. Ça me donne définitivement envie d'aller voir le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, de qui je vais parler prochainement. Donc, retenez ce nom-là. Fait que c'est ça. Anaïs Barbeau-Lavalette, je voudrais qu'on m'efface. Un livre, somme toute, relativement bon, honnêtement. J'ai pas capoté. J'ai trouvé ça bien. En fait, on suit Roxane, Melissa et Kevin qui sont des jeunes gens vivant dans le quartier Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Puis, dans le fond, on va suivre leur day-to-day life. Ce qui fait en sorte qu'on va constater en fait qu'ils vivent une vie qui est assez rock'n'roll, comme diraient mes parents. Dans le cas de Kevin, en fait, il est accompagné de son père qui est monoparental, qui est un mécanicien le jour et un lutteur le soir. Melissa, quant à elle, vit seule avec ses petits frères. Elle a une interdiction de voir sa mère. C'est censé être son beau-père qui prend soin d'elle, mais son beau-père est parti, et ce, dès les premières pages du livre. Ce qui fait en sorte qu'elle se retrouve avec un rôle maternel. Et puis il y a Roxane, en fait, qui, elle, vit avec une mère alcoolique, qui vit de la violence conjugale. Donc c'est un roman en fait qui est super trash au niveau du fond, mais on voit vraiment en fait au cours des pages une certaine beauté émanée de tout ça. On voit un peu de solidarité. On voit également en fait des moments d'émancipation de cette laideur-là. Puis je pense que je le dis souvent, mais dans ce qu'il y a de plus laid, ben, on retrouve du beau, puis vraiment beaucoup de beau. Puis c'est ce qu'on comprend en fait, c'est ce qu'Anaïs Barbeau-Lavalette a voulu nous faire comprendre. Puis ça passe par le fond, mais ça passe également et surtout par la forme. On sent qu'Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas voulu nous pousser un agenda politique, elle n'a pas voulu que ça soit super clair ce qu'elle avait à dire, mais en même temps ça l'est, parce qu'au niveau de la forme, ça les pose vraiment le fond, puis ça vient nous montrer en fait une certaine laideur qui est mélangée avec une beauté incroyable. C'est écrit vraiment en finesse, mais il y a certains moments qui sont plus vernaculaires, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment cette mixitude-là entre la beauté et la laideur. Dans le cas du fond, on voit plus de laideur puis un petit peu de beauté. Dans le cas de la forme, on voit beaucoup de beauté puis un petit peu de laideur. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Même si l'histoire est quand même assez linéaire, qu'il se passe pas rien de rebondissant. Ben, c'est pas vrai. Il se passe quelques petits points rebondissants, mais c'est rien de super flyé. Je pense que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. C'est pas mon livre coup de cœur des dernières semaines, vraiment pas. Mais je pense que le pari qu'Anaïs Barbeau-Lavalette s'était lancé est vraiment réussi avec Je voudrais qu'on m'efface. Alright, man. Hey, ça, c'est la beauté du montage. Je viens de tout vous couper ça. Mais j'ai eu une petite belle discussion avec moi-même. Fait que j'ai des petites larmes aux yeux. Puis tout. Là, je suis. En tout cas. Flashback. Man, keep on. Là. Genre. Des fois, tu te réveilles. Puis t'es comme, man, ça vaut pas la peine. Il y a juste 17, 18 personnes qui vont regarder. Mais man, rappelle-toi au début, tu disais s'il y a juste 5, 10 personnes, tu vas être content. Je sais que c'était pas 100% honnête, d'eau. Mais. Man.
c'est still 20 personnes qui t'écoutent à toutes les semaines, puis c'est comme ça que ça commence. Puis je pense que ce que tu fais, man, c'est bon. Puis en tout cas, man, je suis vraiment stoked de prendre ce moment-là. C'est vraiment fucked up parce que j'ai conscience que je me parle à moi-même, mais en même temps, j'ai pas conscience que je me parle à moi-même. Fait que j'espère vraiment que t'écoutes ces mots-là, puis tu te trouves pas ridicule, puis tu trouves que t'es bon, man, puis que t'es beau, man, puis that's it, man. End of flashback. Quelque part, Joséphine Bacon, un recueil de poésie en fait qui va un peu rejoindre ce que j'ai dit par rapport à un titre dans la toundra, c'est-à-dire que Joséphine Bacon va encore une fois nous faire une page en français, une page en Innu-Aimun. Je pense qu'en fait, je veux pas dire n'importe quoi, là, j'ai d'autres recueils de Joséphine, mais je pense que chaque recueil est fait comme ça. Puis je tiens vraiment à réitérer le fait que c'est vraiment important. Ça vient donner des racines vraiment solides à une langue qui malheureusement est en train de se perdre. Je pense qu'en fait, c'est faux de penser qu'elle est en train de se perdre. Je connais pas les statistiques, mais je pense qu'il y a définitivement un regain de l'intérêt pour les langues autochtones, ce qui est vraiment important. Puis je pense que justement, ça passe par des moves super importants comme celui que Joséphine Bacon fait. Donc, je tenais vraiment quand même à me réarrêter encore une fois pour mentionner l'importance de ça. Sinon, c'est un excellent recueil de poésie. Par contre, pour ma part, j'ai moins apprécié qu'un thé dans la toundra. Mais c'est vraiment que c'est deux recueils de poésie complètement différents. Dans le cas d'un thé dans la toundra, Joséphine Bacon fait vraiment un hommage au territoire. Dans le cas de Quelque part, ce qu'elle vient faire en fait, c'est plus parler de son statut d'aîné, de ce que ça l'amène comme responsabilité, de ce que ça l'amène également potentiellement comme privilège. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me parle dans Un thé dans la toundra parce que j'ai toujours un peu diss la poésie du terroir puis les romans de terroir, mais j'ai l'impression que Joséphine Bacon, elle, vient vraiment se réapproprier ce genre-là. Puis ce qu'elle en fait, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on est habitué de voir dans ce genre de littérature-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de longues descriptions. Je l'ai dit, Joséphine Bacon, ce qui fait sa force, c'est son économie de mots. Puis de voir cette réadaptation-là, j'ai trouvé ça vraiment sublime. Ce qui fait en fait en sorte qu'Un thé dans la toundra, pour moi, c'est un des meilleurs recueils de poésie que j'ai lu jusqu'à date. Donc j'ai eu un petit peu plus de difficulté avec Quelque part. Je m'attendais à avoir un peu plus ces thèmes-là, mais c'est vraiment un avis personnel. Au niveau vraiment strictement objectif, je pense que c'est deux recueils de poésie aussi excellents l'un que l'autre. Donc honnêtement, je vous invite à aller lire Quelque part, ça vaut vraiment la peine. Et pour vous convaincre, je me disais que je pouvais peut-être vous lire avec ma douce voix de miel un ou deux poèmes. J'ai tant de plis sur mon visage, chacune de mes rides a vécu ma vie. Aujourd'hui, je suis la femme digne qui raconte. J'aime beaucoup ce que ce poème-là dit. Je pense que ça illustre bien l'idée, comme je vous disais, du thème principal du recueil de poésie, c'est-à-dire le rôle des aînés, mais également en fait tout ce qu'ils peuvent amener à une communauté. Je pense que les vers chacune de mes rides a vécu ma vie disent vraiment beaucoup. Donc ce poème-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le prochain va comme suit. J'ai des mots simples à offrir dans le poème que tu racontes. Donc j'ai vraiment aimé ce poème-là, c'est mon coup de cœur. Je pense que c'est un bel hommage, puis ça m'en dit beaucoup en fait sur le rôle de l'auteur. Je pense que l'auteur en soi, il ne fait que raconter ce que d'autres ont à raconter, mais qu'ils n'ont pas le courage ou en fait les mots pour raconter. Je l'ai trouvé tellement incroyable. Les vers dans le poème que tu racontes, elle donne son rôle de poétesse à tous les gens qui l'accompagnent. Elle le donne également au territoire. Donc j'ai trouvé ce poème-là vraiment, vraiment sublime. Je vous conseille d'aller voir Quelque part de Joséphine Bacon. C'est un excellent recueil de poésie. Et je termine avec un essai. Donc vous avez remarqué, j'ai repris un peu la formule, un roman, un recueil, un essai. Et c'est l'essai Le bien commun de Noam Chomsky. Et je sais que ça se dit Noam Chomsky,
mais je continue de m'entêter et je l'appelle Noam. Désolé, Monsieur Chomsky. Cet essai-là est un excellent essai. Ça s'éparpille beaucoup par contre parce que je pense que Noam Chomsky est vraiment un expert sur plusieurs sujets. Que ce soit des questions par rapport à la situation israélo-palestinienne ou que ce soit des questions sur le tabagisme. Donc il y a vraiment une grande variété de questions, ce qui fait que parfois on est un peu perdu. Il faut aussi prendre en considération que cet essai-là date de fin 90 si je ne me trompe pas. Donc il y a quelques sujets qui ont évolué avec le temps. Je pense que ce qu'on remarque évidemment, c'est vraiment que Noam Chomsky a une facilité à prédire les événements. C'est vraiment incroyable de le voir parler d'Internet par exemple, ou encore de certaines situations, que ce soit des situations économiques, politiques ou sociales. Mais les sujets évoluent. Parfois on parle de des dossiers très précis. Donc pour un lecteur qui n'est pas au courant nécessairement de la situation précisément, ça peut devenir lourd, surtout lorsqu'on parle justement de des sujets comme la situation israélo-palestinienne. Mais sinon, honnêtement, malgré le fait qu'il y a certaines lourdeurs, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Noam Chomsky a vraiment une facilité à exprimer ses opinions. Donc, même si c'est parfois très précis, c'est quand même écrit avec une certaine simplicité. Donc, c'est accessible à tous. Puis, ce qui est intéressant avec les essais, c'est souvent que c'est une espèce de rabbit hole. C'est que quand vous lisez un essai, vous allez avoir plein de suggestions de lecture. Vous allez avoir envie d'aller lire plein d'autres trucs. Donc, juste pour ça, je trouve ça intéressant. Également pour son point de vue, son optimisme. On pourrait avoir tendance à penser qu'un intellectuel comme Noam Chomsky, qui est très réaliste dans son analyse politique, dans son analyse des faits, pourrait tomber dans un certain pessimisme. Mais au contraire, je pense que la toute fin vient encore nous montrer que lui, ce qu'il veut, c'est justement le bien commun. Puis il pense que ça passe par les collectivités. Il croit encore en l'avenir des collectivités, malgré que, comme il le mentionne, puis ça c'est en 96, on constate une régression de 50% des interactions sociales. Donc il y a vraiment conscience en fait de la situation réelle, mais il reste très optimiste face à l'avenir. Donc je trouve ça super intéressant. C'est rafraîchissant de voir des gens qui sont pas super cyniques. Donc moi j'ai trouvé qu'à la toute fin le message était plein d'espoir, puis que ça nous donnait envie de croire en l'engagement collectif, ça nous donnait envie de croire en un avenir plus beau. Donc juste pour ça, ça vaut la peine, mais également pour toute la beauté de cet écrit-là. J'adore comment Noam Chomsky s'exprime. On peut lui poser une question toute simple par rapport au tabagisme, par exemple, puis avoir une réponse de 3 pages qui va toucher l'histoire du tabac, qui va parler de la réaction face au tabagisme, par exemple, maintenant que c'est plus les classes populaires qui font encore usage du tabac. Donc, toute cette dynamique-là, cette facilité qu'il a d'avoir des réponses super fluides qui vont aller chercher vraiment tout l'angle possible de la question. Je trouve ça fascinant. Avoir des gens comme ça qui s'expriment avec une fluidité, c'est incroyable. Puis je pense que ça a une valeur vraiment importante d'avoir des gens qui s'expriment encore, qui prennent encore le temps de s'exprimer, qui ne donnent pas des réponses simplement oui et non. Je trouve également qu'il est vraiment très drôle, Noam Chomsky. Il est sarcastique, il lance des petites pointes, il fait des petits shots fired de temps en temps. Donc, juste pour ça, allez le voir, allez lire Le bien commun. C'est pas le premier recueil de discussion que je lis de Noam Chomsky, puis j'ai l'impression que ce que j'ai lu de plus petit était plus ciblé, ce qui m'intéressait peut-être un peu plus, ça avait moins envie de se garrocher. Donc, c'est pas nécessairement ce que j'ai préféré comme écrit de la part de cet intellectuel-là, mais somme toute, le fait qu'il puisse justement s'exprimer sur autant de sujets, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que justement quelqu'un qui ciblerait cet essai-là pour entendre parler par exemple d'économie, pourrait en apprendre également sur la politique et sur les médias, sur la propagande, etc. etc. Donc le bien commun, je vous le conseille.
Ma suggestion de la semaine, quelque part de Joséphine Bacon, un excellent recueil de poésie. Je vous conseille d'aller lire ça. Ça n'a pas été un aussi grand coup de cœur pour moi qu'un thé dans la toundra, mais c'est vraiment d'un point de vue strictement subjectif. Avant que ça ait trop un gros impact sur ma journée de travail demain, je vais aller me coucher. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe. Merci d'être encore là. Peace out.